Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Christian Comtesse et nous allons parler d'ufologie. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Christian Comtesse, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes ufologue, c'est bien ça? Oui, enfin c'est ce qu'on peut dire ufologue. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui étudie les observations, les cas d'observation d'objets volants non identifiés. Voilà. Objets volants non identifiés au plein sens du terme, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas identifié formellement un objet qui a été vu par un témoin, il reste toujours un objet volant non identifié. Oui. Et vous êtes responsable, président des repas ufologiques. Oui, je suis responsable de l'association Les Repas Ufologiques. Nous sommes une association loi 1901, ou de type, puisque nous sommes déclarés en Alsace-Moselle, et nous organisons dans toute la France bientôt 16 manifestations qui se résument à des repas, des rencontres sous forme de repas, où les témoins d'observation, les gens qui sont intéressés par le phénomène OVNI, peuvent se rassembler et discuter librement et sans les railleries habituelles liées à ce sujet. Tout à fait. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a attiré justement, qu'est-ce qui vous a amené surtout à étudier ces phénomènes? D'abord, je suis très intrigué, je suis un amateur depuis ma plus tendre enfance de science-fiction, et je suis tombé un jour, alors que j'avais déménagé sur Sarreguemines, sans copain, en essayant de reprendre mes repères, je me suis rabattu sur la lecture et je suis tombé sur un livre de Jimmy Dieu, dont je ne me souviens plus le titre, mais qui m'a fait tomber dans le chaudron, disons, comme Obélix, voilà. Et donc, depuis, vous êtes en recherche? Et depuis 1970, enfin dans les années 70, tout début des années 70, je suis dans la recherche de ce phénomène et j'étudie de fond en comble, pas seulement sur le plan des témoignages et des recherches de ces objets violents ou de la vie extraterrestre, on n'en est pas là encore. Mais sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan sociologique, etc. Alors, la question que tout le monde se pose, on se la pose chaque jour et de plus en plus, on en parle très très souvent, est-ce qu'il y a des extraterrestres autour de nous? Alors, je ne vais pas être aussi affirmatif que vous voulez m'entendre le dire. Je vais vous dire que l'hypothèse extraterrestre, dans les observations que nous avons, dans les dossiers que nous avons, dans les indices, dans les marques, dans notre expérience, l'hypothèse extraterrestre est celle qui est la plus séduisante. Donc, si vous me posez la question en tant qu'enquêteur, je vous répondrai ceci, mais si vous me posez la question à titre personnel, je vous dirai oui. Les extraterrestres, s'ils ne sont pas parmi nous, ils sont tout proches. Non, parce qu'aujourd'hui, mais on en parle de plus en plus, et il y a de plus en plus de témoins quand même, c'est récurrent. Mais écoutez voir, grosso modo, nous avons à peu près 1 à 2 observations journalières. Donc, c'est très récurrent. Le problème dans cette situation, c'est que les gens se rendent bien compte que les autorités et les services qui sont chargés d'étudier officiellement ce phénomène nous baladent un petit peu, nous mènent en bateau et surtout se moquent des témoins. Alors évidemment les témoins ont de plus en plus de mal à aller déclarer leurs observations et se retournent vers nous. C'est pour ça que nous avons des dossiers de plus importants que ceux de l'office qui est chargé, qui sont payés par nos impôts pour étudier ce dossier. Le GEPAN, c'est ça? Je voulais pas le nommer, mais bon, le GEPAN. Le GEPAN, oui. Et donc, il y a des témoins qui affirment avoir vu
diverses manifestations, des atterrissages, des abductions, des enlèvements. Ces gens-là, ce sont pas des fous quand même. Mais certainement pas. Certainement pas. Au pire, oui. Ce sont des gens qui ont été trompés par une chose naturelle. Oui. On peut dire que des témoins peuvent être trompés par la lune, des témoins peuvent être trompés par des lanternes thaïlandaises. Oui. Des témoins peuvent être trompés par une boule en foudre. Mais de là à les traiter de façon comique et dégradante, je m'insurge dans ce cas-là. Parce que le témoin, même s'il a vu des lanternes thaïlandaises, donc pour la première fois de sa vie, n'ayant pas de référence, il a le droit de se tromper. Il a le droit de se tromper. Et nous avons l'obligation, nous les ufologues, dans une certaine mesure, il faut bien quand même, nous ne sommes pas des psys, hein, nous sommes des ufologues, nous sommes des amateurs, donc suivant nos connaissances et suivant notre façon de réagir face à un témoin, nous avons une sorte de devoir d'informer le témoin de ce qu'il a vu. Si on arrive à découvrir qu'il y a eu un lancer de lanterne thaïlandaise un samedi soir lors d'un mariage, et puis qu'un témoin est tombé là-dessus et puis est complètement affolé parce qu'il n'a jamais vu ça, c'est à nous de lui indiquer, de lui dire ce qu'il a vu, de façon à le rassurer pour le moment, déjà au moins sur ce cas-là. Oui, alors sur certaines télévisions, par exemple certaines radios, il y a quand même des gens qui témoignent et qui disent qu'ils ont vu des humanoïdes. Alors là, on est loin des lanternes thaïlandaises, on est bien d'accord. Hein, c'est vraiment du concret. On dit qu'on a vu des engins posés à tel endroit, qu'on a vu des humanoïdes. Il y a des personnes qui, notamment avec Marie-Thérèse de Brosse, qui parle dans son livre des enlèvements. Ces gens-là sont revenus avec des implants dans la tête. Là, on n'est pas dans l'histoire des lanternes thaïlandaises. Mais bien sûr, mais allez donc expliquer ça. Le problème que nous avons dans ce genre de situation, c'est que pour les scientifiques, ce n'est pas reproductible. Tant que ce n'est pas reproductible, ils ne peuvent pas étudier l'affaire. Donc, comment dire à un scientifique les ovnis ça existe, alors qu'on n'a pas de morceau d'ovni à leur mettre sous la main? Alors, voilà. Il y a les pilotes de chasse aussi qui ont été témoins de phénomènes vraiment mais importants. Pas que les pilotes de chasse, il y a les pilotes de ligne. Je n'en citerai qu'un. Je vais en citer deux. Tiens, Jean-Gabriel Grélet, qui est un pilote de ligne. Il est pilote de chasse d'abord aux États-Unis et ensuite pilote de ligne sur Air France. Et Jean-Charles Duboc, qui était aussi pilote de ligne. Donc, qui ont fait des observations extraordinaires. Jean-Gabriel Grélet du 5 novembre 1990 et Jean-Charles Duboc sur un objet étant au-dessus ou quasiment au-dessus de la région parisienne. Alors il y a certains ministres aussi, certains hommes d'État qui ont reconnu avoir eu des contacts avec les extraterrestres. Oui, enfin, là je reste un peu dubitatif, mais ils reconnaissent ça extrêmement tardivement. Bon, jusqu'à preuve du contraire, je pense que ils sont sincères aussi. Maintenant, qu'en penser ? Que dire ? Moi, je préfère entendre parler des anciens radaristes français qui sont si perturbés par leurs observations où, des instructions leur sont données pour se taire parce que il faut pas parler de ce genre de choses-là. Et pourquoi Oui, tout à fait. Voilà, donc maintenant si des ministres ont fait des observations, notamment aux États-Unis, où l'un des gouverneurs d'État a fait un démenti sur une observation extrêmement importante dont je me rappelle plus la date, et en présentant à la presse un homme déguisé en extraterrestre assez comique, il est revenu sur cette intervention médiatique en disant qu'effectivement il avait lui-même été témoin de ce genre de ce phénomène en question, mais il ne pouvait pas parler à cause de la population et des réactions de la population. Et il y a un ministre, russe, récemment, qui a déclaré que... Medvedev, je crois. Voilà, tout à fait. Que c'est lui. Alors, il a déclaré en prétendant ne pas savoir qu'il était enregistré, et ça, j'en doute très fortement. Mais il met en cause les États-Unis dans cette histoire. Oui. Il met en cause les États-Unis parce que les États-Unis, ils en savaient beaucoup plus qu'ils voulaient le dire. Oui. Et ça, c'est une vérité, ça, on le sait, ça.
Alors, par exemple, à la base 51, il y a des gens qui ont parlé, d'ailleurs des personnes qui ne sont plus en service actuellement. Oui, mais bon, ils sont assez décriés. C'est des... Je sais pas quoi en penser. Bon, j'ai pas vraiment étudié la chose parce que on n'a même pas la preuve que ces gens-là ont travaillé sur la base 51. De toute façon, la base 51, la zone 51... La zone 51, exactement. Pour la citer, officiellement n'existe pas. Ah bon? Ouais, officiellement, elle n'existe pas. Seulement, ils ont racheté, ils rachètent régulièrement des terrains autour de cette base pour l'agrandir de façon à ce que les gens aient de plus en plus de difficultés à observer ce qui s'y passe. Ce qui est curieux, c'est qu'on tourne vraiment en rond dans ces histoires d'ovnis et surtout d'extraterrestres. Et on a l'impression, par exemple au Mexique, dans ces pays-là, ils sont beaucoup plus ouverts. Tout est normal, on en parle dans les médias. C'est en Europe et aux États-Unis qu'on a des problèmes. Non, on a des problèmes surtout dans le monde entier. Dans le monde entier, ce n'est pas que chez nous. Hein. Oui, mais paraît-il qu'au Mexique, on en parle, il y a des gens qui en voient, enfin, il n'y a pas ce problème de cacheterie, de conspiration, vous voyez ce que je veux dire? Mais dans ces pays d'Amérique du Sud, je pense à l'Argentine, au Brésil, oui, etc. Au Brésil, oui. Certaines régions de ces pays, les personnes, les agriculteurs, les petites gens, n'en parlent même plus parce que ça fait partie de leur quotidien. Ben voilà. Alors, comment se fait-il que nous soyons encore à nous demander est-ce qu'il y a des extraterrestres, est-ce qu'il y a des ovnis, est-ce que la Terre est plate finalement? Nous sommes dans le milieu. Nous étudions la chose, donc nous avons des informations que le commun des mortels n'ont peut-être pas. Parce que la seule communication qui est faite sur les ovnis, c'est les petits bonhommes verts, les petits martiens, c'est du farfelu et compagnie. Donc ça fait 40 ans qu'on nous sert cette sauce et c'est rentré dans les mœurs. Mais comme nous sommes, nous, impliqués dans le phénomène et que nous l'étudions, que nous avons des indices, eh ben, on n'a pas à douter de cette histoire-là. Ouais. Et petit à petit, les gens commencent à s'intéresser à cette chose. Alors nous avons eu à ce micro Jean-Pierre Petit qui nous a parlé de la MHD et qui nous disait que de toute façon on pouvait aller dans certains endroits à certaines saisons, surtout l'été ou au printemps, et qu'on arrivait à voir des vols d'objets, enfin d'ovnis. Il nous disait même qu'il y avait les plans de la MHD, enfin... donc qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Jean-Pierre Petit, c'est pas un farfelu quand même? Non, alors Jean-Pierre Petit, c'est un scientifique qui est reconnu, qui était maître de recherche au CNRS, il me semble, c'est ça, oui. Et qui a étudié la MHD. Il prétend que la MHD serait l'un des moyens de propulsion de certains ou voire des ovnis. Oui. La MHD, jusqu'à preuve du contraire, ne fonctionne que dans des fluides, c'est-à-dire dans l'air ou dans l'eau. Alors, est-ce que c'est la propulsion des ovnis? Le commun des mortels ne le sait pas. Alors, est-ce que en haut lieu, au plus haut sommet de l'État, ils sont au courant? J'en sais rien. Mais je ne vais pas, de toute façon, rentrer dans un domaine qui m'est totalement inconnu et dont l'aspect scientifique me dépasse. Pour vous donner une réponse à la place de monsieur Jean-Pierre Petit. Je ne me permettrai pas. De toute façon, il y a peut-être plusieurs systèmes, peut-être plusieurs races d'extraterrestres qui se déplacent différemment. Ah, certainement. Et dans diverses dimensions aussi. Ah, mais pourquoi pas? Je ne suis plus à chercher d'où ils viennent, comment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi et ce qu'ils veulent. Ils veulent prendre contact avec nous. Comme nous. Pourquoi le font-ils pas? Et c'est ça le problème. Je serai le premier à le réclamer. Alors on dit qu'ils ne le font pas parce qu'ils sont soumis à la pression du gouvernement, ils traitent avec les gouvernements, ils ne peuvent pas atterrir par exemple place de la Concorde devant tout le monde comme ça. Mais attendez voir s'ils ont fait tellement de kilomètres ou d'années-lumière pour venir nous rencontrer ou voir s'ils ont une technologie suffisamment importante pour pouvoir traverser la barrière du temps et de l'espace. Excusez-moi, mais bon, ils peuvent se passer de la permission de nos dirigeants. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com.
Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes toujours en compagnie de Christian Comtesse, nous parlons ufologie. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui envoient et qui ont des contacts avec des humanoïdes? Je l'entends dans certaines émissions, il y a des gens qui témoignent, c'est clair. Alors, ces gens-là sont des menteurs, sont des affabulateurs ou ils voient vraiment, ils sont en contact avec des extraterrestres? Alors écoutez voir, moi je vais quand même réfléchir un petit peu et me dire si j'étais dans ce cas. Donc je suis en contact avec des extraterrestres qui me donnent des messages de bonté, de gentillesse, de tout ce qu'on veut, ou qu'il faut sauver la Terre, il faut trier nos déchets, etc., qui nous donnent des messages et qui nous disent bon, il faut que vous propagiez ce message que nous vous donnons. Mmh. Ça marche une fois, ça marche deux fois. À la troisième, je commence à me poser des questions, et à la quatrième, je vais leur dire à ces extraterrestres qui m'obligent à passer des messages de leur part. Mmh. J'ai écoutez voir, moi je passe pour un imbécile. Vous allez me donner une preuve de votre existence que je puisse montrer à tout le monde. Oui. Si vous ne me donnez pas de preuve de votre existence pour que je puisse prouver que ce que je dis est vrai, eh bien vous allez vous faire voir. Alors, c'est dans ce cas-là, il y a des gens qui disent que depuis l'âge de 4 ou 5 ans, ils en ont 50 aujourd'hui, ils sont enlevés, ils sont ceci, ils reçoivent des messages et ils propagent. Mais jamais ils ont demandé à personne, à ceux qui les enlevaient ou qui leur donnaient des messages, de preuve de leur existence. Comme réponse, ils me disent « Ah mais ça se passe pas comme ça ». Oui, paraît-il qu'on les enlève pendant leur sommeil, on les enlève d'une manière un petit peu spéciale, une technique un peu spéciale visiblement, puisque ils se rendent même pas compte qu'ils ont été enlevés, ils se rendent compte après. Ben oui, alors dans quelles conditions de toute façon, il faut vraiment que ce soit des spécialistes qui s'occupent de ces gens-là. Il faut vraiment que je parle. Et quand je parle de spécialistes, je parle de psychothérapeutes et qu'ils en parlent à ces gens-là. Parce que nous ne sommes pas en mesure, nous, les enquêteurs ufologues, nous ne sommes pas en mesure de démontrer que la personne affabule ou pas. Oui, mais alors vous en avez rencontré des témoins? Alors des témoins, j'en ai rencontré, j'ai fait quelques enquêtes. Une grande partie de mes enquêtes se sont révélées être des objets bien terrestres dont les témoins ont été trompés par leurs observations, par leurs yeux tout simplement, mais quelques observations, dont une que j'ai faite moi-même, n'ont pas eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Oui. Quand je parle d'enquête, je parle du cas de la forêt de Retz, à proximité de Reims, là-bas, où un témoin a vu un objet de 100 mètres de long sur 60 mètres de côté, et toutes les objections qu'on a pu nous apporter pour nous dire c'est des lumières de boîte de nuit, c'est des montgolfières, ou c'est des zeppelins, etc., sont tombés à l'eau au fur et à mesure. Et cette enquête-là a mobilisé 3 gendarmeries et il y a 8 témoins qui ne se connaissent pas. Oui, et il y a eu aussi des visions collectives, hein, des personnes qui étaient à droite, à gauche et qui voyaient la même chose. La plus célèbre de ces visions collectives, c'est le 5 novembre 1990. Expliquez-nous. J'ai vu un article de journal justement où M. Xavier Passot, le responsable du GEPAN, tente de revenir sur cette affaire en la banalisant et en disant qu'effectivement il y avait une rentrée atmosphérique du 3e étage de la fusée Proton qui serait descendue. Bon, ça on ne conteste même pas, on ne sait même pas si c'est vrai cette histoire. Mais ce qu'a vu les témoins, il y a plus de 500 témoins qui ont déclaré dans le livre de Franck Marie leurs observations. C'est loin d'être une rentrée atmosphérique. Quand Jean-Gabriel Grélé parle d'une ville volante, Monsieur Jean-Gabriel Grélé ne veut pas être trompé par ses yeux, faut arrêter. C'est un pilote qui pilotait un 747 avec des centaines de passagers à bord. C'est quand même pas quelqu'un à qui on peut raconter des histoires, ou c'est pas quelqu'un qui va mettre son honneur et sa crédibilité en jeu juste parce que c'est une soucoupe volante qui est passée, quoi. Faut arrêter cette histoire-là. Alors, et l'histoire de Roswell et des crashs, il y en a eu plusieurs, crashs. Il n'y a pas eu que celui de Roswell. Donc, comment l'analyser, comment le prendre, ce phénomène? C'est vrai, qu'est-ce que c'est exactement? Le cas de Roswell, c'est un mensonge d'État. C'est encore plus grave.
c'est une trahison d'État. Parce que le cas de Roswell, prenons Jess Marcel, qui était le principal instigateur de cette histoire, oui. Qui a récolté les premiers indices sur le terrain. Donc il a récolté du matériel dont il a chargé la voiture. Et ce monsieur a déclaré à ses chefs, on a découvert des morceaux de soucoupe volante. Mm-hmm. Bon, donc on prend ce monsieur qui est radariste, puisqu'il a son diplôme de radariste, ouais. Qui est chef du service de sécurité de l'unique base nucléaire mondiale, c'était la première base nucléaire mondiale. Hein, celle qui a chargé dans les avions les 2 bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, il me semble, hein, elles sont parties de là-bas. Ouais. Donc, vous imaginez l'importance de ce monsieur. Il déclare à ses chefs, j'ai des morceaux de soucoupe volante dans ma voiture. Ouais. Ses chefs tournent un article pour les médias en disant, nous avons découvert enfin des morceaux de soucoupe volante et nous avons trouvé un vaisseau extraterrestre. Mm-hmm. Quelques heures plus tard, les mêmes chefs déclarent que c'est un ballon mogul ou un ballon sonde. Un ballon sonde, oui. Mmh. Voilà. Et puis 2 mois plus tard, monsieur Jess Marcel monte en grade. Alors imaginez-vous en France, vous mettez un lieutenant, mais dans l'embarras des généraux, parce qu'ils font une déclaration, et ces généraux démentent, et le lieutenant en question, il est viré de l'armée, il monte pas en grade. Ouais. Rien que ça. Ensuite, ils ont mobilisé, et ça on a les documents, puisque Gilles Lasbourdet a fait une enquête superbe sur... on a fait une émission avec lui, oui. Mm. Voilà, vous avez fait une émission avec lui, donc il a écrit 3 livres sur le sujet, qui sont d'une remarquable précision, et il a découvert donc un document qui dit qu'un avion, un B-17 je crois, un B-17, donc ouais. c'est un avion de guerre, un avion lourd, a transporté donc ce ballon sonde qui rentre dans une valise. Hein. Oui. Ça rentre, quand il est plié, ça rentre dans une valise. Et ils n'avaient pas un avion plus petit pour le mettre dedans. Hein, il fallait un B-17. Non, alors il y a des choses comme ça qui sont et puis vous savez, quand vous avez un enfant qui vous raconte des bêtises, qui vous raconte un mensonge, hein, il va inventer un truc, puis un deuxième truc, puis un troisième truc, pour justifier le mensonge précédent. Bien sûr. Hein, bon, j'ai cassé un verre, mais c'est pas moi, c'est le chat. Ah non, c'est pas le chien, c'est un oiseau qui est rentré par la fenêtre. Ah non, c'est le vent qui a poussé la fenêtre, qui a fait tomber le verre. Vous voyez et ce cas de Roswell, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ils ont inventé un tas de trucs, le ballon mogul. Ils ont inventé des petits japonais débiles en plus, qui sautaient en parachute. Ils ont inventé un tas de trucs pour justifier que ce cas de Roswell, c'est nul et non avenu. Alors, il y a les cadavres. Où sont-ils, ces cadavres? Alors là, j'en ai aucune idée. Là, je peux pas vous répondre, j'en sais rien. Des témoins parlent de cadavres, des gens ont disparu, des infirmières se sont volatilisées, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Et quand je dis trahison d'État tout à l'heure, je vous ai dit trahison d'État, c'est parce que il est quand même anormal qu'une technologie, si une technologie avait été, les États-Unis avaient mis la main sur une technologie importante, cette technologie devrait bénéficier au monde entier. Or, les États-Unis se le sont accaparés pour eux tout seuls. Le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de points de suspension, hein, notamment l'aéroport de Denver. Qu'est-ce qui se passe sur l'aéroport de Denver? Il y aurait des bases un peu partout. On dit il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Non, il n'y a pas de fumée sans feu, mais bon, pour les bases, je veux bien que certains indices nous montrent qu'il y ait des rencontres, qu'éventuellement il y ait des extraterrestres qui viendraient sur Terre pour collaborer avec des militaires ou autre chose. Je veux bien, mais les bases secrètes, c'est un peu délicat parce que plus c'est secret, plus on en parle. Bien sûr. Et en plus, qui c'est qui sort les poubelles? Oui, mais s'il y a rien, imaginons qu'il y a rien. Pourquoi on ne fait pas visiter, on ne prouve pas aux journalistes, aux gens qui cherchent à comprendre. On leur dit, voyez, venez, il y a rien. Je sais pas. Bon, je pense que quand il
s'agit de bases militaires, c'est un peu normal qu'on ne fasse pas rentrer dans les bases militaires n'importe qui, n'importe comment. Il y a quand même une certaine, un certain secret à avoir sur l'armement, sur l'équipement, etc. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez que les commandes de papier toilette sont soumises au secret. Oui, on est un petit peu parano quand même quelque part. Hein. Ah ben non. Non. Réfléchissez voir. Ouais. On sait qu'un monsieur, quand il va faire ses besoins naturels, utilise 3, 4, 5, 6 feuilles de papier. Ouais. S'ils font une commande de 20 000 rouleaux ou 20 000 stocks de papier, on arrive à déduire combien de personnes existent dans la base. Grosso modo, c'est ça. Ouais. C'est curieux, mais c'est comme ça que ça marche. Bah, ça dépend, on peut faire du stock aussi, hein. Oui, on peut faire évidemment du stock, mais à la prochaine commande, on saura combien il y en a eu qui ont été utilisés. Oui, mais vous pensez pas qu'on pousse le bouchon un peu loin, là? Dans le secret, on pousse le bouchon très loin, parce que automatiquement, lors d'une soirée bien arrosée, il y en a un qui parle, quoi. Bah voilà. Voilà, vous voyez, bon, c'est pousser un peu le bouchon, un peu loin. Et le gars, en plus, s'il parle, ben, il risque des problèmes. Mais de là à rendre des choses ultra secrètes, plus c'est secret, plus on en parle. Parce que il y a des choses qui sortent. Je ne vous dirai que le fameux document qui est sorti et dont Jean-Gabriel Grélet a utilisé dans son livre, le fameux document de la SGDN. Ouais. La SGDN, c'est le Secrétariat Général à la Défense Nationale. Dans ce document nous est apparu sur Internet durant quelques heures. Ouais. Il a été récupéré par un site Internet et il a été publié. Et dans ce document, il est dit que certains services de l'État seraient accrédités OANI, OVNI. OANI, c'est objet aquatique non identifié, OVNI, c'est objet volant non identifié. Ouais. Et dans ce document, il parle bien d'OANI et d'OVNI. Il ne parle pas de PAN, le phénomène aérien non identifié. Certains services qui sont accrédités à ce sujet. Et quand on voit la liste des services qui sont accrédités à ce sujet, on s'aperçoit d'une chose. C'est que d'abord, le GEPAN et le CNES ne sont pas accrédités. Et ensuite que si jamais que la gendarmerie, par exemple, la police nationale, elle est accréditée. Ouais. Ça veut dire que si la gendarmerie tombe sur un cas solide d'observation d'objets volants non identifiés, voire éventuellement récupère du matériel ou du matériau, le CNES et le GEPAN seront les derniers prévenus. Ouais. Parce qu'eux ne sont pas accrédités. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Christian Comtesse, nous parlons ufologie. Et vous en avez observé, enfin vous avez reçu des témoignages d'observations béton, quoi, de cas vraiment irréfutables? Ah oui, moi j'ai reçu un cas qui me semble irréfutable, je dis bien parce que je ne suis pas infaillible, mais qui me semble irréfutable. C'est le survol de la centrale nucléaire de Golfech par un triangle de 30 mètres de côté. Ah oui, on en a entendu parler, oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé, on peut le rappeler? Alors c'est deux messieurs qui sont en train de fumer une cigarette devant les bureaux de la direction de la centrale nucléaire de Golfech. Ouais. Ces gens-là, l'un est intéressé un petit peu par le phénomène OVNI, sans plus, et le deuxième est un maghrébin qui est sous les ordres du premier. Et pendant qu'ils fument la cigarette, ils aperçoivent au-dessus du bâtiment un objet pointu qui passe, ouais. qui déborde du bâtiment, et qui se dirige droit vers le poste de contrôle de la centrale. Oui. Ils sont en dessous, ils le filment,
avec leur téléphone portable. Manque de chance, l'un des deux devait, pour enregistrer son film, devait appuyer sur un bouton. Il ne l'a pas fait, il a éteint son portable et naturellement, le film n'a pas été capté par le portable. Mais le deuxième, lui, il a eu un film. Malheureusement, quand nous avons récupéré ce film, il était de très petite taille, c'est-à-dire que c'était un film de 20 secondes et il ne mesurait que 176 kilooctets, quelque chose comme ça. Donc prenez n'importe quel portable, même d'ancienne génération, faites un film de 20 secondes et vous allez vous rendre compte que le poids de ce film est environ entre 1 et 2 mégaoctets. D'accord. Au lieu de kilooctets, on est bien d'accord. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé entre le moment où le monsieur a confié le film au service concerné et au moment où nous avons pu le récupérer. D'accord. Voilà. Je vais continuer cette affaire, et cette affaire est très intéressante dans la mesure où le premier témoin fait appel le GEPAN. Le GEPAN lui dit il faut aller faire une déclaration à la gendarmerie. 2 brigades de gendarmerie se déplacent, une de l'extérieur de la centrale et une qui se trouve à l'intérieur de la centrale, puisqu'il y a des gendarmes qui sont dans chaque centrale nucléaire. Et ils font un compte-rendu qui est assez banal en fin de compte, mais le témoin, lui, quand il va déclarer à la gendarmerie, il raconte l'histoire telle que lui l'a vue. Le maghrébin, le deuxième témoin qui est maghrébin, lui a plutôt tendance à éviter les gendarmes. Et à éviter de raconter son histoire. Donc il se fait un petit peu tirer les oreilles pour aller à la brigade de gendarmerie et puis il dit tout après c'est un avion. C'est un avion. Si vous voulez entendre que c'est un avion, c'est un avion, mais foutez-moi la paix. Vous voyez bon. Et sur une radio concurrente à la vôtre, Monsieur Xavier Passot est passé et on lui a posé la question. Et il a dit, il y avait 2 témoins, 2 déclarations. J'ai choisi la déclaration qui me convenait le mieux. Donc Monsieur Xavier Passot a choisi la version de l'avion et a déclaré que c'était une confusion avec un avion à 16 000 mètres d'altitude. Donc un témoin a confondu un triangle de 30 mètres de côté à 150 mètres de distance avec un avion à 16 000 mètres d'altitude. Alors là je me dis, cette affaire est quand même un petit peu impressionnante parce que ou alors on désinforme, on nous pisse sur la tête sans même nous faire croire qu'il pleut. De toute façon, on le fait, hein. On le fait tous les jours, notamment dans les journaux de 20 heures pour la politique, hein, par exemple. Voilà. Donc là, on se fiche quand même un petit peu de nous. Et là, je dis simplement une chose. Mais la centrale nucléaire, elle a un service de sécurité extrêmement important. Oui, bien sûr. Ils ont environ 200 caméras sur le site, dont plusieurs qui sont placées au détour. Des caméras de haute vélocité, hein, ce sont des caméras qui ne sont pas dans le commerce. Hein. Ce type de caméra arrive à voir le grain de beauté que vous avez sur la joue à plus de 4 km, même de nuit. Hein. Alors je dis simplement une chose, il y a bien une de ces caméras qui a au moins vu ces 2 témoins en train de courir dans le gazon de la centrale avec des téléphones portables en train de filmer quelque chose. Et alors? Rien. Ben non. Monsieur, les films qui sont pris par nos caméras ne sont pas disponibles au public parce que c'est du secret défense. Parce que si jamais on montre un film d'une de ces caméras, eh ben on sait où elle est. Oui, mais comme toujours. Voilà, donc on sait où elle est. Alors moi, ce que j'affirme, c'est que d'abord, ces 2 témoins ont été filmés par ces caméras. J'affirme aussi que les caméras de la centrale nucléaire ont bien capté quelque chose, mais qu'ils ne veulent pas nous le dire, c'est tout. Nous avons, vous savez, quand on s'adresse à des gens dont on ne peut pas citer les noms, parce que si on cite les noms, on perd nos sources. Donc effectivement, vous devez un petit peu me faire confiance dans cette histoire, mais on a des gens qui nous disent, dans les centrales nucléaires, il y a toujours au moins une personne, dans chaque centrale nucléaire, qui est chargée de récolter toutes les informations concernant les objets volants non identifiés. Tout ça est centralisé à Paris,
à la RD, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, parce qu'avant c'était EDF, maintenant ça a changé un petit peu de nom. Donc c'est centralisé sur Paris et après c'est transmis aux personnes compétentes. Mais pas forcément au GEPAN, hein, parce que le GEPAN c'est qu'une vitrine. Le GEPAN c'est qu'une vitrine. Mais je suis certain qu'il y a quand même d'autres bureaux qui sont intéressés par ce phénomène et qui sont en charge de l'étude de ce phénomène. Il y a eu beaucoup d'observations d'ailleurs autour des centrales nucléaires. Hein. Mais bien entendu, il n'y a pas une centrale nucléaire en France qui n'ait pas été survolée dans les 5 dernières années. Et ça, c'est seulement les observations déclarées. Ouais, tout à fait. Dites-vous bien que en France, il y a 65 millions d'habitants. Il y a à peu près, je sais plus combien ils ont dit, 6 millions ou 16 millions de familles, quelque chose comme ça. Hein. Bon, admettons, sur le nombre de familles en France, il n'y a pas une seule famille dont l'un des membres n'a pas été témoin de phénomène OVNI. Oui, alors justement. Sur l'ensemble de ces gens qui ont été témoins, 10% en parlent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en début d'émission. Et sur ces 10% qui restent, qui en parlent, il n'y en a que 10% qui le déclarent. Ouais, non, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur de parler. Ben évidemment, parce qu'ils ont peur d'être pris pour des imbéciles, parce qu'ils ont peur d'être pris pour des clowns. J'ai le cas d'une observation, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle, d'une observation d'une personne dont le CEPRA de l'époque, puisque avant le GEPAN, il y avait le CEPRA. Ouais, on s'en souvient. De l'époque, s'était déplacé sur place. Les pompiers sont montés à l'arbre pour couper des branches qui avaient été sectionnées comme avec un coup d'épée par le fameux objet que les gens avaient observé. Et la conclusion de ce CEPRA, c'est que c'était un ballon de baudruche. Et les gens étaient outrés. Est-ce que pour un ballon de baudruche, on aurait fait déplacer la gendarmerie? Non, mais c'est clair. Voilà, donc ils sont comme ça. Et donc, ça, ce sont des situations qui m'énervent parce que on nous prend ouvertement pour des imbéciles et on nous le dit en plus en pleine figure, quoi. Non, mais c'est dans l'air du temps, hein. C'est dans l'air du temps. Bon, dans l'air du temps. Ne faisons pas de politique, s'il vous plaît. Non. Consacrons-nous aux ovnis, c'est beaucoup plus intéressant. Oh, mais tout est lié. Donc, comment se passent les repas ufologiques? Alors, nous recherchons des gens qui puissent organiser des repas ufologiques dans leur ville. Ouais. Dans le centre de la France, nous sommes un petit peu pauvres en repas ufologiques. Dans l'ouest aussi. Dans le sud-est, on n'a pas, mais quoique on vient d'ouvrir un repas à Grenoble. Ouais. Mais il faudrait qu'on couvre la France avec des repas ufologiques de façon à pouvoir informer le maximum de gens. Informer, c'est même pas l'objectif principal. C'est de permettre aux gens de parler entre eux. De permettre aux témoins de dire je suis pas tout seul. De pouvoir échanger, oui. De pouvoir échanger. Je suis pas tout seul à avoir vu des choses étranges. Donc ça permet aussi aux spécialistes comme Jean-Gabriel Grélé de présenter son livre, Alain Boudier de présenter les travaux de la 3F, à Claude Labatte qui est un scientifique d'expliquer un peu ce qui se passe, etc. Puisqu'il a aussi écrit un livre. Donc Gildas Bourdet est venu dans le repas ufologique. Je pense qu'il n'y a pas un ufologue un peu reconnu qui n'est pas passé dans nos repas. Alors justement, Christian Comtesse, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Alors nous avons un site internet, vous tapez les repas ufologiques en un seul mot, avec un S.com, et vous tombez sur notre site internet où vous avez toutes les informations concernant tout l'ensemble de nos repas. Les comptes rendus de repas, parce que chaque responsable s'évertue suivant ses moyens à faire un compte rendu, voire même une vidéo. Donc nous avons aussi un site Dailymotion qui contient pas mal de vidéos d'anciens repas, donc vous pouvez voir un peu les interventions de tous les spécialistes qui sont passés dans nos repas. D'accord, intéressant. Christian Comtesse, vous reviendrez à cette antenne nous parler des ovnis, de ce que vous avez découvert et des futurs repas ufologiques. Merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Merci à vous. Bon courage, au revoir. Fréquence Évasion.